Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial pour toute organisation moderne. Comment, concrètement, adapter les environnements de travail pour les personnes en situation de handicap? Et attention, on ne parle pas juste de bonnes intentions ici. On va voir ensemble qu'il s'agit d'une vraie méthode, étape par étape. Alors pas de temps à perdre, plongeons tout de suite dans le vif du sujet pour voir comment transformer cette volonté d'inclusion en réalité opérationnelle. Bon, avant toute chose, il faut poser les bases. Et la base, c'est la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Ce n'est pas juste un concept abstrait pour faire joli sur une plaquette d'entreprise. C'est une véritable démarche collective. C'est vraiment la philosophie qui pilote toute l'approche de non-discrimination et de management inclusif. En fait, améliorer la santé et le bien-être au travail, ça booste directement la performance globale de toute la structure. L'inclusion, ce n'est donc pas un truc qu'on fait à côté, c'est vraiment le cœur du réacteur. Pour réussir ça, on va suivre un parcours clair en 4 étapes. D'abord l'analyse des besoins, ensuite l'adaptation physique et organisationnelle, puis la communication en équipe, et enfin le suivi continu. Allez, on commence tout de suite avec la première phase, l'analyse des besoins et l'accueil. Vous le savez bien, pour agir correctement, il faut d'abord comprendre. Un manager ne peut absolument pas improviser sur ce sujet. Il doit maîtriser un socle de connaissances précis. Comprendre les différentes catégories de handicap et les aménagements qu'elles nécessitent, c'est littéralement le point de départ. Et tout ça s'inscrit dans un cadre bien défini, que ce soit la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées ou le cadre légal du travail. C'est vraiment cette expertise qui donne toute sa légitimité à la démarche. Une fois qu'on a ces connaissances en tête, l'accueil s'organise de manière très méthodique. D'abord, on met à plat les profils et les fiches de poste pour que tout soit parfaitement clair. Ensuite, on structure les procédures d'accueil et d'intégration. Mais le vrai moment clé de cette phase, c'est l'analyse spécifique des besoins liés au handicap. Si on identifie les bons besoins de manière précoce, on prépare carrément le terrain pour une intégration 100% réussie. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième phase, l'adaptation physique et organisationnelle. C'est là qu'on fait souvent une énorme erreur d'interprétation. L'adaptation, ce n'est pas uniquement physique, genre changer un bureau de place ou acheter une souris ergonomique. C'est aussi, et parfois surtout, une adaptation de l'organisation elle-même. Ça veut dire revoir la façon dont on travaille, aménager les horaires, intégrer du télétravail ou redistribuer certaines tâches. Et tenez-vous bien, c'est un fait assez surprenant, la majorité de ces adaptations organisationnelles ne coûtent absolument rien à l'entreprise financièrement, mais elles font exploser la productivité et le bien-être général. C'est du gagnant-gagnant. Et pour structurer cette nouvelle organisation, les responsables s'appuient sur un outil stratégique redoutable, la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. L'idée, c'est d'adapter les compétences de l'entreprise à ses besoins futurs. Mais la subtilité ici, et c'est capital, c'est de garder le parcours professionnel de l'individu au centre de l'équation. C'est ça qui garantit que les objectifs de l'entreprise s'alignent parfaitement avec le développement de chaque collaborateur. Bon, on change l'organisation, on modifie les postes, mais attention, il y a un mot d'ordre incontournable, c'est la sécurité. À chaque fois qu'on modifie l'environnement de travail, il est impératif, et c'est d'ailleurs une obligation légale, de mettre à jour le fameux DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document doit être le reflet exact de la réalité du terrain pour protéger tout le monde. L'inclusion, ça ne se fait jamais au détriment de la sécurité, bien au contraire. On passe maintenant à la troisième phase, sans doute la plus humaine, la communication et la dynamique d'équipe. Adapter un bureau, c'est bien, mais si la relation humaine ne suit pas, on va droit dans le mur. L'intégration, c'est avant tout du relationnel. Et pour ça, il y a des règles d'or. Premièrement, le mode de communication doit s'adapter à la personne. S'il faut privilégier l'écrit, ou à l'inverse l'oral, on s'adapte naturellement. Deuxièmement, la stricte confidentialité. Le respect de la vie privée, c'est tout simplement non négociable. Enfin, pour embarquer toute l'équipe avec soi, la clé, c'est de communiquer de manière claire, simple et avec une vraie neutralité bienveillante. C'est là que l'évaluation entre en jeu. Mettre en place un vrai collectif de travail autour de l'inclusion, ça demande une écoute active de tous les instants. Il faut se poser en permanence les bonnes questions. Est-ce que mon message est bien passé? Est-ce que ce mode d'échange est toujours le bon? Bref, on évalue nos actions pour être sûr que l'approche relationnelle reste parfaitement alignée avec les besoins réels. Mais du coup, une question fondamentale se pose, celle qui fait vraiment la différence entre une bonne initiative et une vraie réussite sur le terrain. Comment faire pour que ces aménagements tiennent la route sur le long terme? Comment être certain que ce qui marche aujourd'hui marchera encore demain? Et c'est tout l'enjeu de notre quatrième et dernière phase, le suivi et l'amélioration continue. L'inclusivité, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une case qu'on coche à l'embauche et qu'on oublie ensuite.
C'est un organisme vivant. Il faut planifier des bilans réguliers pour s'assurer que l'adaptation reste pertinente. Pourquoi ? Parce que le handicap peut évoluer, la technologie de l'entreprise aussi. Et s'il y a un grain de sable dans l'engrenage, on déploie une méthode classique de résolution de problèmes pour comprendre ce qui cloche. Bref, on est dans de l'amélioration continue, on ne reste jamais figé, on apprend et on s'adapte en permanence. Pour conclure ce décryptage, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur cette phrase que l'on retrouve dans les référentiels de dirigeants. Les postes de travail sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Retenez bien ceci. Ce n'est plus une option, c'est devenu un standard de performance mesurable pour toute entreprise. Une organisation performante, par définition, c'est une structure capable de réussir cette intégration de bout en bout. Alors, ça nous amène à cette réflexion finale. Une entreprise qui est incapable de s'adapter aujourd'hui, peut-elle seulement encore se considérer comme performante ? Je vous laisse y réfléchir. Merci de nous avoir suivis et à très vite.